Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série intitulée C'est tout comme. Son concept, aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec le monde de la communication, du moins au premier abord, puisque l'on va s'apercevoir que même lorsque l'on ne l'attend pas, la communication est là. Et dans ce premier épisode, nous allons ensemble, chers internautes, partir à la rencontre insoupçonnée entre le monde de la communication et celui de la séduction. Toutefois, s'il est vrai que je porte un intérêt tout particulier à ce domaine, loin de moi la prétention d'être véritablement calé en la matière. Ce qui explique que, dans cette vidéo, je ne suis pas seul. Salut Cornelius. Salut. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est avec un grand plaisir que je te souhaite la bienvenue sur Mediacom TV. Je te remercie. Notons que tu nous parles de Barcelone. Ouais. Petit chanceux. Donc voilà, ne nous en voulez pas si la connexion fait un peu des siennes, mais bon. Normalement, ça devrait bien se passer, on va pas non plus se porter la poisse. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter aux internautes ? Ouais, moi je suis surtout connu, et la raison pour laquelle tu m'as invité aujourd'hui, pour le site séductionacademy.fr. C'est un site sur lequel on parle, comme son nom l'indique, de séduction, c'est-à-dire comment aider les hommes, en particulier les hommes timides, à aborder les femmes, à parler aux femmes, à créer des connexions émotionnelles avec elles, et à aller, quand ils sont intéressés, à aller plus loin au-delà de l'amitié. Et est-ce que du coup tu te considères comme un coach en séduction ? J'utilise pas le terme pour la simple raison que je coach pas de gens. Je fais pas de coaching. Tu peux pas m'engager pour aller avec toi dans la rue, aborder des filles, etc. C'est pas vraiment la façon dont moi je me vois. J'ai des gens qui bossent avec moi, qui s'occupent de cette partie-là. Moi, je suis plus le mec qui s'occupe de la vision globale, si tu veux. C'est moi qui m'occupe du podcast, c'est moi qui m'occupe d'organiser les choses, d'écrire les articles, etc. Si tu veux m'appeler un coach en séduction, c'est pas une étiquette contre laquelle j'ai le moindre préjugé. Ça décrit pas exactement mon rôle. Tu vois. Ok. Sans plus attendre, commençons les hostilités. Je vais tout d'abord te dire deux définitions que j'ai trouvées pour définir la séduction et tu vas me dire tout simplement si tu es d'accord ou non. La séduction, c'est l'action, le fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Et la deuxième, c'était action de séduire quelqu'un, de l'amener à consentir à des relations sexuelles. Est-ce que tu es d'accord avec ces définitions ? Pas vraiment avec la première, avec la seconde, oui, tout à fait. Dans un contexte très réduit qui est celui que nous on utilise la plupart du temps, c'est-à-dire séduire une femme. Je suis pas convaincu que le pouvoir qui est derrière, c'est quelque chose de magique et d'indéfinissable, etc. Derrière, moi, ce que je vois, c'est des besoins humains qui sont fondamentaux et la façon dont tu amènes les gens à réaliser leurs besoins et la façon... Pour moi, le parallèle que tu as souligné entre la séduction et la communication, il est là. C'est que la communication ne fonctionne pas parce que tu as un pouvoir magique ou parce que tu vas hypnotiser les gens. La communication fonctionne le mieux quand tu vas utiliser les besoins qui sont déjà existants des gens et leur montrer comment ta solution va leur permettre de réaliser ces besoins. Ouais. Pour moi, c'est, si tu veux, deux facettes de la même pièce. Les lignes qu'on va déterminer entre les différentes disciplines sont relativement arbitraires. En l'occurrence, beaucoup du défi que tu vas avoir en termes de séduction, ça va être de communiquer un certain nombre de valeurs, d'identifier des personnes qui vont être compatibles avec ce que tu offres, ce genre de choses qui reviennent très largement avec ce que tu peux voir dans des choses comme le marketing, par exemple. Et du coup, c'est quoi le plus difficile selon toi ? C'est de communiquer auprès d'une cible, parce que disons que lorsque l'on aborde une femme dans la rue par exemple, on ne connaît pas véritablement la cible, donc c'est difficile déjà de savoir ses besoins, ce qu'elle aime pas, Ouais. comment l'aborder, alors que finalement quand on communique le plus généralement et le plus souvent on connaît la cible, ses affinités, ce qu'elle attend. C'est peut-être même plus compliqué de communiquer auprès d'une femme qu'auprès d'un public large en fait. La différence étant que là, tu es dans une situation où tu es en one-on-one, donc tu as un feedback qui est très rapide. Tu vas savoir, plus tu deviens affiné, plus tu vas avoir la capacité de lire les expressions du visage, lire le langage corporel, lire tout un tas de petits signes qui vont te donner un cycle de feedback très rapide sur ce que tu fais. C'est-à-dire, si je me rapproche, est-ce qu'elle s'éloigne ? Si elle s'éloigne, ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête et qu'elle sent que je vais avoir une intrusion dans son espace. Après, ce qu'on fait, et je vais être super honnête avec toi, c'est qu'on fait des généralisations.
C'est-à-dire, je vais estimer que en général, les gens vont se comporter de telle façon, de telle situation. Je vais faire des généralisations sur comment les femmes vont se comporter dans telle situation, comment une femme réagit face à un homme qui l'aborde, quelles sont les pensées qui vont venir. En particulier, si tu veux parler de aborder dans la rue, un des gros défis, c'est que la rue, c'est un espace qui est considéré comme, entre guillemets, dangereux. C'est-à-dire que si quelqu'un te parle dans la rue, généralement, ce qu'il veut, c'est te demander de l'argent ou te voler ton portefeuille ou quelque chose comme ça. Donc, il y a toujours un sens de menace. C'est-à-dire que derrière, tu peux identifier qu'un des besoins principaux qui va être là, ça va être de rassurer. De montrer que tu es une vraie personne et d'être clair sur tes intentions. Oui, donc finalement, donner une portée humaine au discours, c'est ça finalement. Ne pas. Après, on va peut-être anticiper les choses, mais ne pas montrer que c'est de la manipulation, que l'on cherche à manipuler la personne ou la cible, si l'on parle de communication au sens large du terme. Ouais. Mais finalement, donner une portée humaine à notre discours. Et je trouve, arrête-moi si je me trompe, que c'est difficile de donner une portée humaine à notre discours, surtout lorsqu'il est finalement plus ou moins intéressé, ce discours. Je pense que, comme toute chose, si les gens ont l'impression de parler à un robot ou de parler à quelqu'un qui répète des phrases apprises à l'avance, c'est quelque chose qui va être directement repoussant. Oui, puis on voit qu'on cherche à nous duper de toute façon. Entre le fait d'être naturel ou de ne pas l'être, c'est quelque chose qui se voit plus ou moins rapidement, mais justement, on parle d'être naturel ou de ne pas l'être, mais c'est vrai que la séduction, finalement, j'ai lu sur ton site que c'était soit inné, soit acquis. Alors justement, si c'est acquis, c'est assez facile d'être naturel. Pareil, le sens de la communication, si c'est inné, si on l'a en nous, c'est quand même assez simple de communiquer. Mais si on l'a pas, si c'est une chose que l'on doit acquérir, c'est tout de même un petit peu plus compliqué d'être clair sur nos intentions. Je dirais que tu as toujours une période de transition qui est un peu difficile. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était naturel au début, si tu veux. Moi, j'ai lu quelque chose que j'ai appris, que j'ai travaillé, que j'ai consciemment amélioré. Ce qui veut dire que pour toute personne qui se lance dedans, tu vas avoir au départ une période où tu as l'impression que tout est mécanique, que tu viens d'apprendre. Effectivement, au bout d'un certain temps de pratique, c'est comme toute chose. Les choses finissent par rentrer et ça finit par devenir naturel et instinctif. Tu as cette période de transition entre te comporter comme tu le faisais avant, c'est-à-dire de façon naturelle mais inefficace, essayer de devenir plus efficace, plus conscient dans ton comportement, ce qui va avoir un aspect, ça va avoir l'air non naturel. Tu as la peur, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois tenter des nouvelles choses, tu dois suivre les conseils d'un mec bizarre, Cornelius, sur Internet que tu as lu, tu sais pas qui c'est, etc. Ça peut sembler non naturel pendant un moment. C'est sûr. Pour moi, la transition, elle est normale, ça fait partie de toute pratique. C'est pareil quand je suppose que quelqu'un qui sait jouer de la guitare, pour lui c'est naturel, les notes viennent et il comprend les choses. Pour moi, face à une guitare, c'est très artificiel. Je mets mon doigt ici, je pince cette corde, etc. C'est quelque chose qui est très conscient, qui est très réfléchi, qui est du coup un petit peu mécanique et un peu maladroit, mais ça fait partie du cycle d'apprentissage. Ouais, mais comment on peut être conscient véritablement de la façon dont on agit lorsque l'on séduit une femme ou un homme si on est une femme, mais comment on peut faire cette prise de recul sur notre façon de séduire et de communiquer ? Parce que finalement, lorsque l'on communique, si on prend le cas d'une personnalité politique, par exemple, ils ont un coach en communication, ce qu'on appelle plus spécifiquement les spin doctors, les coachs en communication politique. Mais en séduction, c'est plus difficile de prendre ce recul-là, à part peut-être se filmer, avoir plutôt quelqu'un pour nous filmer, pour voir la façon dont on parle, la façon dont on agit face à une femme. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'avoir ce retour-là en communication. Je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement difficile. Je sais pas si tu as déjà fait l'exercice de t'enregistrer, sans doute tu l'as fait, t'enregistrer et réécouter ta voix. C'est horrible. Et c'est quelque chose, tu t'es entendu parler toute ta vie et pourtant tu n'as jamais eu conscience de la façon dont tu parlais vraiment. C'est-à-dire que tu as entendu une voix dans ta tête qui n'était pas celle que les autres entendent. Et tout d'un coup, tu entends la vraie voix que les autres entendent, tu te dis mais c'est pas moi. Et c'est vrai que ce que ça fait, c'est que moi c'est une expérience que j'ai eue quand j'ai enregistré mes premiers épisodes de podcast où je réécoutais les choses et je me disais mais quel est cet imbécile qui parle et c'est ça, c'était extrêmement difficile. Ce que ça m'a appris, c'est que c'est très difficile d'avoir
une vision objective de nous-mêmes et de notre comportement, et que parfois c'est pour le mieux. En l'occurrence, c'est extrêmement difficile d'avoir une vision objective de la façon dont tu interagis avec les gens. Et parfois, ça peut prendre très longtemps de comprendre, parce que la plupart des gens ne sont pas super honnêtes avec nous. C'est une des questions qu'on aborde souvent sur le site. C'est-à-dire que la plupart des gens ne vont pas te donner un feedback honnête s'ils ont l'impression que tu es mal calibré dans tes interactions. Par exemple, si les gens ont l'impression que tu es super chiant, presque personne va te dire putain mec, j'ai parlé une demi-heure avec toi mais t'étais chiant, hein, les gens ne vont pas te le dire, ce qui veut dire que tu as pas vraiment de feedback. Et la seule façon dont tu peux avoir ce feedback, c'est d'apprendre à lire les signaux que les gens vont t'envoyer, c'est-à-dire si quelqu'un va jeter des coups d'œil à droite à gauche, ou si quelqu'un va se reculer, ou si quelqu'un va se détourner de toi avec son langage corporel. C'est des signaux que la plupart des gens ne savent pas très bien lire, qui sont très compliqués à interpréter. Et c'est la seule façon dont tu peux avoir un vrai feedback sur ton comportement. Ouais, parce que c'est vraiment cette histoire de signaux, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement sur les sites en communication et en séduction, mais est-ce que c'est véritablement réel? Par exemple, j'ai lu que si on tapote le doigt sur la joue, c'est qu'on est un peu impatient. Si l'on croise les jambes, c'est qu'on est gêné. S'il y a un battement de paupières, c'est qu'on a faim. Enfin, après, je caricature la chose, mais est-ce que véritablement il y a des signaux pour tout et n'importe quoi? Est-ce que finalement c'est facile de les détecter et ne faut-il pas aussi laisser une place à la spontanéité et au naturel? C'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. La façon dont moi je le vois, c'est que les signaux sont réels et il y a effectivement des signaux qui te trahissent. Et il y a des études qui ont montré ça. Donc par exemple, tu vas prendre la vidéo de quelqu'un d'un couple qui interagit et ils vont coder seconde par seconde le langage corporel du couple. Et ces mecs-là qui codaient le langage corporel arrivaient à déterminer si oui ou non le couple allait rester ensemble sur l'année à venir avec quelque chose comme 90% de taux de confiance. C'est dans Blink de Malcolm Gladwell. Ce qui veut dire que les signaux existent, ils sont réels. En revanche, ce que tu vois sur Internet, et en particulier ce que tu vois sur beaucoup de sites de séduction, c'est qu'on va te donner une version sursimplifiée du truc en te disant si elle croise les jambes, ça veut dire ci ou ça, si elle prend un pas, si elle regarde vers le haut, ça veut dire qu'elle est intéressée, etc. Ce qui est une simplification tellement absurde que ça ne veut plus rien dire. La raison pour laquelle les gens font ça, c'est parce que tout le monde a envie d'avoir la certitude, tout le monde a envie de pouvoir lire les pensées des autres, savoir ce que les autres pensent de nous, on a envie de pouvoir contrôler les interactions. C'est un fantasme qui est extrêmement puissant dans la communauté de la séduction. Tout le monde a envie de pouvoir contrôler l'interaction. C'est quelque chose qui est fondamentalement impossible. Et donc, ce qu'on va te donner, c'est des méthodes de charlatans essentiellement. L'idée que le croisement de jambes a une signification très claire, c'est faux. Tout simplement, les gens peuvent croiser les jambes pour différentes raisons. Ça dépend de leurs habitudes, ça dépend de la façon dont ils ont été élevés, ça dépend de la façon dont ils croisent les jambes, dans quelle direction. Pour moi, un des signaux les plus simples à lire, généralement, ça va être le regard. Comme on dit, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Ce que ça veut dire, c'est simplement que les yeux sont plus faciles à détecter que le reste. La façon dont les gens regardent, la façon dont les pupilles vont être dilatées ou non, la durée pendant laquelle quelqu'un va soutenir ton regard, tout ça, c'est des signaux qui sont plutôt faciles à lire. Donc, tu peux en déterminer pas mal de choses. Un autre signal qui est relativement facile à lire, c'est ce qu'on appelle l'espace vital, c'est-à-dire à quel point est-ce que tu vas me laisser m'approcher de toi sans reculer. À quel point est-ce que quand je vais m'approcher, tu vas commencer à ressentir un sentiment d'inconfort. Ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à tester. Par exemple, si tu t'approches de quelqu'un et que cette personne recule, tu peux sentir que cette personne est menacée par ta présence. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique et qui fonctionne. Après, la plupart des signaux, si quelqu'un se gratte la joue. Bon, après, il y a des signaux aussi qui sont classiques. Hein. Le fait qu'une fille se mordille les cheveux pendant que tu lui parles, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, la plupart des signaux, je serais incapable de les interpréter. Et seuls des gens qui sont vraiment des pros peuvent le faire. Il y a des gens qui sont pros, par exemple, si tu regardes les mentalistes, c'est des gens qui sont entraînés, dont le boulot, c'est de pouvoir lire des signes très subtils chez les gens, y compris des signes comme le fait que leurs mains commencent à transpirer si on leur tient la main, les battements du cœur, ce genre de choses, la respiration, etc. Mais pour devenir un mentaliste, des années de pratique, c'est des gens qui sont extrêmement bons, qui sont entraînés. C'est pas quelque chose que tu peux faire en ayant lu un article, les 12 signes qui ne trompent pas sur Internet. Ouais, c'est clair. En plus, c'est vrai que tu parlais des notions de regard et d'espace vital.
Mais c'est vrai qu'en communication, c'est assez difficile parce que moi, je prends le cas par exemple de la communication interne où je travaille. On communique sur un site internet avec une communication verticale, donc à destination des salariés. Et c'est vrai qu'on n'a pas finalement toutes ces notions de regard ou d'espace vital. Finalement, il y a peu de signes à part éventuellement des retours en commentaire d'articles. Finalement, c'est un petit peu plus dur de s'adapter à la cible. Et même lorsque l'on communique face à un public, par exemple lors d'une conférence ou qu'on fait un discours politique, c'est vrai aussi, sa notion de regard et d'espace vital est un peu plus complexe que déjà pour capter le regard de 300 personnes, par exemple, dans une salle de conférence, c'est peut-être un petit peu plus dur que de capter un seul regard d'une femme ou d'un homme dans la rue. Ouais, donc c'est aussi des notions peut-être plus difficiles à mettre en place et pareil pour l'espace vital. Dans une salle, les gens sont rarement debout, enfin sont rarement à quelques mètres de nous. Le plus généralement, ils sont assis, statiques. Pareil, prendre en compte cette notion d'espace vital et cette notion d'espace vital est quelque peu difficile. Après, je pense que chaque situation a des signes qui sont plus ou moins faciles à interpréter. Ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà entendu dire, même si j'en ai pas expérience directe, c'est que les gens qui font beaucoup de discours, qui ont l'habitude de parler devant des foules et qui sont extrêmement bons dans cette discipline, vont savoir lire la salle. C'est-à-dire, ils savent interpréter si tu veux, la vibe de la salle. Donc, voilà, ils savent interpréter un certain nombre de signaux qui leur donnent l'état d'esprit général de la salle. C'est quelque chose qui est différent de lire l'état d'esprit d'une seule personne, je suppose, qui repose sur différents signaux, mais les signaux sont là. Et même si tu vas être sur un site internet, tu as des signaux qui sont là, qui vont être plus chiffrés, qui vont être sur ton Google Analytics, tu vois, qui vont être quelque part d'autre, mais c'est des signaux que tu peux essayer de récupérer pour t'adapter. De toute façon, la difficulté, c'est que tu dois toujours tester, parce que tu peux pas savoir à l'avance quel va être le résultat. Ouais. Et c'est aussi un fantasme qui est extrêmement développé dans le milieu de la séduction. C'est l'idée que tu puisses coder les relations à un point où tout sera contrôlable et où tout pourra être prédit à l'avance. C'est quelque chose qui est impossible. Et au final, il faut avoir derrière l'humilité de te dire que tu vas tester quelque chose et tu vas voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que tu penses de la règle des 5 secondes ? Je sais que tu en parles sur ton site, dans un article. Le fait que les 5 premières secondes sont capitales pour aborder une femme. C'est aussi pareil en communication. Par exemple, lorsqu'on écrit un article, on dit toujours que cet article doit commencer par le message essentiel. C'est celui que doit retenir son lecteur et dont il prend connaissance justement lors des 5 premières secondes. Au final, la règle des 5 secondes est vraiment capitale, que l'on soit en séduction ou en communication. En l'occurrence, la règle des 5 secondes fait référence à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la peur. Là, l'idée, c'est que si tu attends plus de 5 secondes avant d'aller parler à quelqu'un, tu vas te dégonfler. Et ça marche même pour moi. J'ai remarqué que même si je passe, tu vois, quelques minutes à me dire est-ce que j'y vais pas, même si je finis par y aller, et j'ai plus cet élan naturel qui vient. Et il y a un côté un peu artificiel en disant j'ai commencé, si j'ai réfléchi à ma phrase à l'avance, ça aura l'air un peu préparé, tu vois. C'est l'idée de la règle, c'est l'idée que ton approche fonctionne mieux si tu vas à l'instinct et si tu vas directement, même si ta phrase d'approche est un peu pourrie, parce que l'importance de la phrase d'approche est vachement surévaluée. Les premières impressions sont importantes, mais les premières impressions vont vachement dépendre des signaux que tu envoies en termes de langage corporel. C'est-à-dire, si tu es nerveux, les gens vont percevoir que tu es nerveux et ça va les mettre mal à l'aise. Et si tu es menaçant d'une façon ou d'une autre, même si c'est involontaire, ça risque, c'est presque garanti de terminer l'interaction là. Donc, tout un tas de petites choses qui vont dire, parce que si t'as déjà abordé des filles dans quelques contextes que ce soit, tu verras que si tu t'y prends pas bien, t'as même pas de réponse. C'est-à-dire, tu peux aller en boîte et aller voir une fille et lui dire bonjour, et elle va te regarder une seconde et elle va tourner la tête comme si tu n'existais pas. Et ça vient de, voilà, il faut le prendre, ça fait partie du jeu. Mais ça vient du fait que pendant les premières secondes, elle a pas accroché avec le message que tu lui as envoyé. Et le message que tu as envoyé, c'est pas une question d'avoir des super phrases d'approche, parce que ça va pas changer grand chose.
C'est avant tout le langage corporel. Et en un sens, c'est aussi ton existence. Hein. Si cette fille s'est fait aborder par 50 mecs dans la soirée, mais qu'elle s'en fout, elle n'est pas intéressée ou elle a déjà un copain, tout simplement, elle comprend que tu vends un produit qu'elle n'est pas intéressée à acheter. De la même façon où tu vas ignorer le spam pour le Viagra qui se trouve dans ton dossier spam. Ouais. Ça t'intéresse pas, donc tu prends pas la peine de répondre. Ouais, véritablement, cette notion de 5 secondes est essentielle. Ouais. Et donc, justement, on parle beaucoup de la répartition des différents langages, que l'on soit en communication ou en séduction. On dit par exemple, pour le langage verbal, il me semble que c'est même pas 10-15% du message, de la compréhension du message, que pour la communication paraverbale, l'intonation de la voix, le rythme, etc., je crois que c'est 30 ou quelque chose comme ça. Et pour la communication non verbale ou corporelle, c'est plus de 60%. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as pu vérifier sur le terrain ? Oui et non. En un sens, tous ces chiffres-là que j'ai vus souvent tourner, j'ai trouvé un peu artificiel, si tu veux. Mais si on reprend l'idée, effectivement, l'idée de base, pour moi, c'est que si la séduction, c'était une question de verbal, c'est-à-dire de phrases à répéter, mon travail serait facile. Je te dirais, bah voilà Philippe, une liste de phrases que j'ai écrites, elle marche très bien, et t'as plus qu'à les lire et à les répéter. Ouais, voilà, c'est les fameux openers contextuels et tout ça. Les fameux speak-up lines, ouais, les openers, etc. Si ça fonctionnait, voilà, ça serait facile, on pourrait te donner. Le problème, c'est que la phrase ne fonctionne que basée sur une certaine, un certain langage corporel, une certaine confiance en toi, une certaine énergie que tu projettes, qui va rendre la phrase soit intéressante, soit complètement sans intérêt. Par ailleurs, il y a une grande importance, comme je l'avais dit, à s'adapter à ton interlocuteur, c'est-à-dire à comprendre exactement dans quelle direction est-ce que tu vas avoir des besoins, dans quelle direction est-ce que tu peux créer une connexion émotionnelle, etc. C'est quelque chose que tu es obligé d'évoluer en permanence. Il y a un accent qui est placé dans la niche de la séduction sur toutes ces questions de quelle phrase il faut que je dise, quelle est ma phrase d'approche, etc. La raison pour laquelle on a cet accent là-dessus, c'est parce que c'est quelque chose qui est très légible, si tu veux. C'est facile de dire voilà la liste des 10 phrases d'approche. C'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à quelqu'un quel est le langage corporel qui fonctionne, comment faire passer une énergie de fun, de confiance en soi, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à apprendre. En revanche, ta phrase d'approche, la meilleure phrase d'approche du monde, sans derrière la bonne énergie, sans derrière le bon langage corporel, ne sert à rien. Donc effectivement, il y a un côté où le langage corporel est la condition de tout le reste. Ouais, c'est sûr. Et si on abordait la notion de blanc, le fameux blanc que l'on retrouve en communication, mais sous une autre forme. Alors ça peut être aussi un blanc, mais un trou de mémoire également. Comment on peut combler ce blanc ou ce trou de mémoire ? Est-ce que tu aurais une petite technique au niveau de la communication ? Comment appliquer une technique que toi, tu as en tant que, on va pas dire expert, mais en tant que calé en séduction, pour l'appliquer au monde de la communication ? J'ai une anecdote de ce côté-là. Quand j'ai commencé, c'est pas peut-être près, tu vois, il y a 1 an et demi, on avait organisé un appel avec différents mecs qui étaient coachs en séduction. Donc on devait être 4-5 sur l'appel, tous coachs en séduction. Et à un moment donné, il se retrouve qu'il y a un blanc, plus personne ne parle, pendant une bonne 10-15 secondes, suffisamment pour que ça soit vraiment marquant. C'est un bon blanc, et personne ne parlait. Et tout le monde attendait qui va être le prochain à briser le silence. Et celui qui a brisé le silence, il a dit, on voit qu'on est tous confortables avec la tension sexuelle. Parce que il y a une technique qui est que le blanc crée de la tension, mais la tension n'est pas forcément une chose qui est négative. Les gens qui ont l'impression qu'ils doivent toujours être en train de parler, de divertir les gens, etc., souvent ont du mal à briser la surface. C'est-à-dire, ils vont se retrouver en étant le bon ami. Si tu es capable, à des moments stratégiques, de mettre le blanc et de mettre un peu de pression, ça peut aider les choses. En particulier, si tu regardes les techniques de négociation, c'est quelque chose qui est classique. Si tu vas avoir un négociateur qui est expérimenté, qui va parler à un négociateur qui est nouveau, le négociateur le plus expérimenté va se taire parce qu'il sait que le nouveau va se sentir mal à l'aise et va essayer de combler le blanc et va créer des erreurs. Il va se négocier contre lui-même. Et en séduction, tu as la même idée. Pour moi, le blanc,
tu as différents types de blancs, disons. Si vraiment tu n'as pas de compétences sociales de base, tu n'es pas capable de tenir une conversation, évidemment c'est un problème. En revanche, la conversation n'est pas censée être tout le temps au même niveau. C'est important d'avoir des hauts et des bas, d'avoir un certain rythme, et d'avoir des moments où si vous pouvez être capable d'être en silence tous les deux. C'est une étape qui fait partie du processus. Évidemment, voilà, si c'est la deuxième phrase, si tu arrives et que ta deuxième phrase c'est un blanc de 30 secondes, c'est un problème. Il faut savoir le gérer. Si on veut parler juste de comment tenir une conversation avec un interlocuteur et comment la maintenir de façon intéressante, je pense que c'est une compétence qui s'acquiert et qui repose principalement sur ta capacité à être dans le moment. C'est-à-dire ta capacité à ne pas essayer d'anticiper la conversation. Quand je parle à quelqu'un, et je vais parler de 30 sujets différents, mais à aucun moment je me suis dit « Ah, ensuite je pourrais lui parler de tel sujet, ensuite je lui parler de tel sujet ». Il n'y a pas de plan à l'avance. Parce que si tu es en train de te projeter dans le futur, tu perds le flow de la conversation. Tout d'un coup, tu te retrouves dans ce moment où il n'y a pas d'articulation logique. Si tu apprends à exister dans le moment avec ton interlocuteur, c'est là que tu vas commencer à avoir des articulations logiques et que les choses vont avoir l'air de couler de source. Ouais, donc là, c'est vrai qu'on touche peut-être du doigt une différence entre la séduction et la communication. Disons que la séduction, c'est plutôt spontané. Quand tu vas aborder une fille, tu n'as pas véritablement de plan en tête, pas de démarche particulière, tu n'as pas non plus d'objectif bien précis, alors qu'en communication, tu sais le plus souvent par avance ce que tu vas dire, ce que tu dois dire. Avec un objectif bien particulier, il y a peu de place pour l'improvisation. Et je pense qu'on vient là de toucher véritablement une différence entre ces deux mondes. Je dirais que tu vas avoir un objectif qui est général, une direction dans laquelle tu as envie de te déplacer. Et ce que tu comprends avec un peu d'expérience, c'est que tu commences à voir qu'il y a différents chemins qui vont arriver dans cette direction. Pour te dire essentiellement, ce que je veux, c'est que j'ai pas envie d'être dans une conversation qui est superficielle et j'ai envie de commencer par approfondir la connexion émotionnelle. Comment est-ce que tu approfondis cette connexion émotionnelle ? Tu vas devoir te reposer sur différents points communs, disons un point commun émotionnel. C'est-à-dire, c'est pas vous avez tous les deux, vous habitez tous les deux à Paris, si tu veux. C'est pas un point commun qui est suffisamment fort. Mais si vous avez tous les deux joué à Pokémon étant enfant et que vous pouvez en parler, tout d'un coup, c'est un point sur lequel tu peux construire. Donc tu connais la direction dans laquelle tu veux te diriger et tu sais quelles sont les étapes que tu as envie d'accomplir. En revanche, il n'y a pas de script parce que différentes personnes vont réagir à différents stimuli en matière de connexion émotionnelle en particulier. Ça te demande de trouver les points communs. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement complexe à apprendre parce qu'il n'y a pas de script que tu peux répéter pour trouver les points de connexion. Tu dois apprendre à sentir. Donc, ce que tu apprends, c'est sentir différents types de personnalités. Certaines personnes vont mettre une grande emphase sur leur famille. Certaines personnes vont mettre une grande emphase sur leurs rêves. C'est des gens à qui tu vas leur demander quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, où est-ce que tu as envie de voyager. Mais en un sens, c'est pas si différent de ce que tu peux faire dans une émission comme celle-ci, ou moi ce que je fais sur mon podcast. Effectivement, il y a moins de one-on-one, la personnalisation est moins subtile, mais j'ai la compréhension de la direction dans laquelle je vais amener mon public, des besoins qu'ils ont, de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ça vient de tout simplement passer beaucoup de temps à parler en face à face avec des lecteurs. C'est un truc que j'ai appris de la même façon, c'est-à-dire que j'ai parlé à suffisamment de lecteurs, soit en face à face, soit sur Skype, soit par email, pour commencer dans ma tête à avoir un schéma de leurs besoins, de la direction dans laquelle je veux les amener, de là où je peux leur apporter de la valeur, etc. Oui, et pour revenir sur la connexion émotionnelle dont on parlait à l'instant, c'est vrai que cette notion de connexion émotionnelle, elle est peut-être moins évidente au niveau de la communication, quoique si par exemple, si on regarde le discours, le célèbre « Moi, président », tu dois le connaître, je suppose, de notre cher président de la République. C'est là, c'est aussi un discours qui faisait appel à l'émotion du téléspectateur. Donc, finalement, on retrouve plus ou moins cette notion de connexion émotionnelle entre l'émetteur et donc le récepteur. Cornelius, ça fait maintenant un petit peu plus d'une demi-heure que l'on discute communication et séduction. Cette rencontre insoupçonnée entre deux mondes, entre deux univers.
Finalement, est-ce que pour être un bon séducteur, il faut être un bon communicant et vice-versa? Oui, je dirais que la séduction, avant tout, c'est de comprendre qui tu es, ce que tu peux apporter, et à quel type de femme, en l'occurrence, moi je travaille avec des hommes, donc à quel type de femme est-ce que tu peux apporter de la valeur? C'est-à-dire, voilà, avec qui est-ce que tu vas être compatible? Et le premier boulot que les gens ne comprennent pas nécessairement en arrivant, c'est que il faut qu'ils comprennent ce qu'ils apportent et qu'ils comprennent comment le communiquer, comment le montrer, comment le démontrer. C'est un problème que beaucoup d'hommes ont. Et beaucoup d'hommes ont l'impression d'être des types bien. C'est des mecs sympas, qui ont un bon travail, qui ont une voiture, qui sont propres sur eux, qui font du sport, qui sont tout à fait sympas et tout le monde les adore. En revanche, ils n'arrivent pas à faire le pas avec les filles qui les intéressent. Et ça vient uniquement du fait qu'ils ont tellement de qualités, ils ne savent pas comment les communiquer. Et voilà, CQFD. Pour être un bon communicant, il faut donc être un bon séducteur, et vice-versa, pour être un bon séducteur, il faut être un bon communicant. Cornelius, je te remercie une nouvelle fois, en mon nom mais aussi en celui des internautes, d'avoir bien voulu m'accompagner pour ce premier épisode de C'est tout comme. Merci à toi. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. J'ai trouvé ce petit débat fort intéressant et j'espère qu'il en est de même pour vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à celles et ceux qui nous regardent? Ouais. Donc si vous allez sur mon site, donc séductionacademy.fr, vous pouvez vous inscrire à ce que j'appelle le cours de séduction, qui est essentiellement une séquence d'emails que vous allez recevoir et qui vous explique les bases de ma philosophie. Donc vous avez une vingtaine d'emails qui vont vous faire traverser les différentes étapes. En particulier, on va parler beaucoup de ce que j'ai abordé dans l'interview, c'est-à-dire la mentalité. La mentalité avec laquelle vous allez parler à une fille va largement déterminer vos résultats. Et on va parler de en quoi est-ce que le fait de travailler cette mentalité et votre personnalité et vos forces internes est plus important que d'apprendre des tactiques et des petites méthodes que vous pouvez empiler par-ci par-là. Et en plus, c'est gratuit, c'est ça? Gratuit, ouais. Et donc tu me confirmes que c'est tous les jeudis les podcasts? Tous les jeudis, ouais, tous les jeudis. Vous pouvez trouver ça sur iTunes, normalement, Radio Séduction Academy, ou sur le site. Ouais, et d'ailleurs, il y a quelques temps, tu as sorti un podcast qui sera susceptible de vous intéresser tout particulièrement. Il confronte en fait la séduction, non pas avec la communication, comme on a pu le faire dans cette émission, mais avec le marketing. Donc voilà, je vous invite aussi à découvrir ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à réagir dans l'espace commentaire et surtout, foncez découvrir l'univers de Cornelius. Pour y être entré il y a maintenant quelques temps, je peux vous certifier que vous allez avoir du mal à en sortir. Allez, c'était Philippe de Mediacom TV. Ciao. Salut. Bien voir que la personne a travaillé régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des trous de 8 mois ou d'1 an sans travail, même si c'est vendeur de chaussures, même si c'est